bonne gouvernance, c'est de mobiliser des ressources de la façon la plus efficiente et de les affecter de la meilleure manière aux projets et aux financements nécessaires pour que notre économie puisse bénéficier de l'effet de levier offert par ces financements-là pour démultiplier le franc investi afin qu'il rapporte beaucoup plus que le franc investi. Alors, il est donc important aussi qu'on contracte des emprunts de façon bien maîtrisée. C'est pour cela que nous parlons de la vitesse à laquelle on reconstitue la dette. Si on la reconstitue de façon très rapide, et surtout si elle se fait dans des conditions qui ne sont pas les meilleures, alors nous allons avoir des problèmes par la suite. Vous avez eu des problèmes parce qu'au début, vous avez eu à recourir quand même à racoler, à recomposer certaines urgences. Hein, que... Oui. Je crois qu'il est important aussi d'expliquer une chose. Cette dette, auprès de qui nous la contractons? Qui sont ces créanciers? Nos créanciers. Il y a nos pays amis, ce qu'on appelle nos bilatéraux. Ils sont dans la sous-région? Non, ça, ce sont des pays comme la France, par exemple, comme les États-Unis, comme la République populaire de Chine, qui sont des pays comme le Koweït, des pays qui nous aident. Pays amis? Ça, c'est des pays bilatéraux. À côté de ces bilatéraux, il y a les multilatéraux. Ce sont généralement des organismes de financement, comme la Banque africaine de développement, comme la Banque mondiale, comme la BID, la Banque islamique, comme les divers autres fonds qui existent. Alors, à ce stade, je voudrais donc les agréger. Il y a les pays amis et les bailleurs de fonds multilatéraux qui nous prêtent et qui nous envoient des devises. En général, c'est ce qu'on appelle la dette extérieure. Donc, c'est une composante de la dette publique. La dette extérieure, c'est-à-dire contractée auprès de ces pays amis et de ces multilatéraux qui nous donnent des devises. Communément, c'est cela qu'on appelle la dette extérieure. À côté, il y a la dette intérieure. Et là, on me permettrait de lever une équivoque. Laquelle? L'équivoque est la suivante. Quand on dit dette intérieure, c'est la dette contractée auprès du marché intérieur. Et pour nous, le marché intérieur, c'est le Sénégal principalement, mais aussi les pays de l'UMOA, auprès desquels nous avons accès pour lever des ressources. Et quand nous émettons des bons du Trésor, quand nous émettons des obligations à 3 ans ou à 5 ans, ou pour revenir sur le dernier emprunt que nous avons lancé, nous avons levé toutes ces ressources sur le marché CFA. C'est ça la dette intérieure. Donc les deux, dette extérieure contractée auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et des bailleurs de fonds multilatéraux en devises, plus la dette levée sur notre marché intérieur au sens large, c'est-à-dire CFA, c'est ça la dette intérieure. Les deux constituent la dette publique. La dette publique. Oui, mais il y a une composante très importante à ce niveau-là, c'est la part réservée au privé qui évolue sur le marché national. Là encore, vous m'offrez la bonne occasion de clarifier. Une fois que nous avons donné cette définition de la dette intérieure, telle que je viens de vous le dire, donc c'est un encours, c'est un montant que nous avons contracté, que nous ne devons pas payer tout de suite. C'est un encours. Concessionnel en limite. Alors, maintenant, à côté de ça, il y a les montants que l'administration doit à des fournisseurs.
Je prends un exemple. Quand une compagnie pétrolière nous livre de l'essence au niveau de l'administration, elle nous envoie une facture. Ce n'est pas une dette intérieure, comme vous pouvez le dire. Donc, ce que nous devons... C'est une instance de paiement que nous devons régler. De la même manière, ça peut être aussi le cas d'une entreprise qui nous livre des ordinateurs, des voitures et autres. Nous avons là, comme les entreprises, la faculté de payer en 30 jours. Il faut reconnaître quand même qu'il y a eu des retards dans ce processus de paiement. Je le reconnais. Et quand la situation est difficile, quand la situation est tendue, et nous avons trouvé que la situation est très, très difficile, Absolument. Je reviendrai dessus, il y a des retards de paiement. Alors, c'est justement pour ces instances de paiement, quand on reste plus de 90 jours sans les payer, que ça devient un arriéré de paiement. Mais autrement, quand on vous envoie une facture, comme pour une entreprise, vous avez un certain nombre de jours pour les payer. Dans la définition de l'administration publique internationale, il est reconnu la faculté de disposer de 90 jours pour payer. Une fois que ces 90 jours sont achevés et que vous n'avez pas payé, alors c'est considéré comme un arriéré de paiement et à ce titre comptabilisé dans la dette. Vous voyez, donc, en résumé, la dette publique se compose de la dette extérieure contractée en devise auprès de nos bailleurs de fonds multilatéraux ou bilatéraux, de la dette intérieure contractée auprès du marché intérieur. Et je différencie cela des instances de paiement. OK. Alors, donc voilà, je voudrais donc camper cela. Oui, si vous permettez, on revient un peu sur la dette intérieure. C'est le chef de l'État a vite fait de dégager une enveloppe de 250 milliards, je pense, pour amorcer un peu le processus de remboursement de cette dette-là. L'échéance d'appurement, c'est combien? Vous me permettrez de revenir sur votre élément et sur ce que vous avez aussi indiqué tout à l'heure sur la soutenabilité de la dette. Les 3 041 milliards de dettes restent soutenables en volume. Donc le Sénégal peut, c'est bon, le quoi, Sénégal, c'est pas alarmant. Aujourd'hui, dans une situation où il peut continuer encore à s'endetter. OK. Pourquoi? Parce que les normes disent que on peut aller jusqu'à 70% du PIB. de notre richesse nationale, de notre PIB. Nous en sommes encore loin. Nous sommes à 42% à peu près. Donc il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure alors? Il y a à s'alarmer parce qu'il y a l'encours de la dette et il y a le service de la dette. Le service de la dette, c'est ce qu'on paye chaque année. Vous savez bien que quand vous avez emprunté... Mais ça, c'est pour le marché international, quoi. C'est vous payez aux partenaires. Non, aussi bien international que local. Parce que, par exemple, nous venons d'emprunter sur le marché sur 7 ans. Nous avons collecté de l'argent pour 7 ans, mais nous remboursons année après année. Vous voyez? Donc, l'encours, c'est le stock, c'est la photographie à un moment donné de la totalité de ce que nous avons emprunté. Mais ce montant n'est pas à payer tout de suite. Il est étalé. Oui, mais pour le secteur privé, parce qu'on sait que c'est lui qui est porteur quand même d'emploi, de croissance un peu pour le pays. Oui. Le service de la dette, c'est lui qui était insoutenable. Et c'est très important que je puisse vous le préciser parce qu'il était de 129 milliards en 2006. Il est à 619 milliards en 2012. C'est énorme. Ça, par contre, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que on est passé de 13,5% de nos recettes publiques en 2006 à plus de 44%
de nos recettes publiques en 2012. Donc, vous voulez dire que le Sénégal a un peu abusé de... C'est pour cela que j'ai insisté sur la rapidité avec laquelle la dette s'est reconstituée. Absolument. Et les conditions dans lesquelles s'est faite aussi cette reconstitution. C'est cela le grand problème, c'est ça le piège. Mais est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure de rembourser cette dette-là sans... C'est un impératif catégorique pour moi de rembourser la dette parce qu'il faut que je respecte la signature du Sénégal. Oui, et ça ne va pas compromettre votre champ de croissance quand on sait que vous avez fixé les objectifs à 5% quand même pour 2013? Ah oui, parce que si je ne paye pas mes dettes, je n'ai aucune crédibilité internationale. Okay. Et je ne peux lever aucune ressource. Okay. Or, comme je vous l'ai dit, nous sommes un pays en voie de développement qui ne dispose pas de ressources naturelles abondantes qui peuvent nous faire passer de nos partenaires. Donc, il faut que nous remboursions. Alors, toute la stratégie qui a été la nôtre face à ce constat, c'est de dire, écoutez, on va continuer à nous endetter, nous pouvons le faire. Nous avons encore de la place pour nous endetter. Mais faisons-le mieux. C'est pour cela que nous avons adopté, quand je suis arrivé et que j'ai vu tous ces constats, que j'ai fait ces constats, que je me suis entretenu avec mes services, j'ai tenu à ce qu'on élabore une stratégie d'endettement à moyen terme pour que nous puissions reprofiler notre dette. Pourquoi reprofiler notre dette? On s'est rendu compte que les dettes que nous contractions, notamment ces dernières années, étaient de plus en plus faites à très court terme. Okay. Alors, donc, il fallait que pour moi, que je rallonge le profil, que je rallonge la durée, la maturité de la dette, que je puisse la rallonger. Elle était à combien avant? Alors, il y a plusieurs, vous savez, c'est une bonne question. Nos bailleurs de fonds multilatéraux nous prêtent sur de longues périodes. Okay. Nous avons des pays ou des organismes qui nous prêtent sur plus de 30 ans, qui nous prêtent quelquefois avec des délais de grâce qui vont de 5 à 10 ans même quelquefois. Nous avons, pour ces pays amis ou pour certains de ces bailleurs, des taux d'intérêt qui sont relativement bas. Alors, maintenant, nous avons sur la dette intérieure, par contre, ou bien sur le eurobond, c'est-à-dire sur la dette qui a été contractée sur le marché de Londres en 2011, des conditions qui étaient extrêmement difficiles, extrêmement onéreuses, très chères. Coûtait beaucoup de pays. Alors, et ça, il fallait qu'on puisse corriger ça dans le temps. L'effet est déjà là. Nous avons déjà emprunté, c'est pour cela que nous devons rembourser aux conditions. Donc vous avez eu ces rallonges de délai, quoi. Les conditions auxquelles nous avions emprunté, ou le régime précédent avait emprunté, nous les assumons. Il faut qu'on paye parce que c'est la signature de l'État. Et vous les révisez avec vos Ce que nous faisons, c'est que dans les nouveaux plans d'endettement, nous tenons compte de toutes ces leçons. Et puis je connais aussi un peu le secteur de la dette pour pouvoir faire en sorte qu'on baisse les taux. J'ai très vite, pour le marché intérieur, fixé un taux d'intérêt maximum et j'ai dit à mes services, toute banque qui va venir soumissionner à nos emprunts à un taux supérieur à tel taux marginal, on rejette. Même si nous ne... Et vous avez fixé le taux à combien, par exemple? Ça dépend. C'est quelque chose de très vivant. Okay. Selon que nous empruntons à 1 an ou bien à 3 ans, okay. Je fixe le taux en fonction du marché. Okay. Je connais le marché. Et j'ai dit à mes équipes, ça, c'était pas très facile parce que quelquefois, quand vous êtes en situation difficile et que les gens vous savent pris au collet, ils ont tendance à vous faire les conditions les plus difficiles. Et j'ai refusé cela. J'ai discuté, j'ai parlé, j'ai argumenté et puis aussi j'ai fait valoir le succès de notre politique économique qui était en cours. Et puis en plus aussi, je me suis, avec la politique du chef de l'État et du Premier ministre sur la réduction des dépenses, j'ai commencé à avoir quelques marges de manœuvre qui me rendaient moins dépendant des décisions
de ces créanciers qui voulaient fixer le taux là où ils voulaient. J'ai commencé à inverser. Ils ont vu que j'étais prêt à refuser des crédits. C'est pour ça que certains ont parlé de flop à un certain moment. C'est parce que tout simplement, j'ai dit non, vous n'allez pas nous prêter aux conditions que vous déterminez tout seul. Vous allez tenir compte de nos desiderata. Et vous savez aussi que c'est un combat du chef de l'État que de baisser les taux d'intérêt. Et quand on a baissé les taux d'intérêt sur les emprunts d'État, ça va bénéficier au reste de l'économie. Donc voilà, nous avons adopté cette stratégie et elle commence à porter ses fruits. Le reprofilage de la dette est en cours. Nous avons baissé la durée moyenne de maturité de notre endettement. Nous avons augmenté la durée de vie moyenne de notre endettement. Nous avons augmenté ce qu'on appelle le délai de grâce de nos emprunts. Nous avons baissé le taux d'intérêt moyen sur notre endettement. Tout ça, c'est des chiffres que des techniciens peuvent venir vérifier avec nous, parce que, comme vous le savez, c'est nous qui détenons les chiffres de la dette, et ces bases de données sont vérifiées par la Banque mondiale, par le Fonds et autres. Donc aujourd'hui, vous pouvez rassurer au moins le Sénégalais lambda, parce que quand on parle de 3 041 milliards quand même, ça fait froid dans le dos de ce Sénégalais lambda qui n'a pas compris. Parce que ces 3 041 milliards se comparent à plus de 7 200 milliards de richesse nationale. Donc c'est pour cela que je dis que c'est encore soutenable. Ce qui n'est pas soutenable, c'est le service de la dette, qui lui, au lieu d'être pour un maximum autorisé de 20%, on est à plus de 44%. C'est ça qui n'était pas soutenable. C'est quoi le plafond budgétaire de l'État par rapport à tout ça? Non. Nous avons, comme chaque année, un montant global d'autorisation que le Parlement vote pour nous. Et nous sommes restés dans ce plafond, et nous allons rester dans ce plafond en tenant compte de notre stratégie de reprofilage de notre dette. C'est pour cela que je suis bien content de voir les premiers effets de cette stratégie. Vous savez, je disais qu'on était arrivé, quand nous étions là, à constater que les gens empruntaient pour rembourser des dettes. Pourquoi? Il se posait quoi? Un problème de ciblage ou bien de définition des centres d'intervention? Il se posait une question de... Quand quelqu'un est pris au collet, pris à la gorge, quelquefois il agit par instinct de survie. Donc tout cela est corrigé à ce jour? Nous l'avons corrigé. Par exemple, pour cette fameuse dette intérieure que je vous ai définie tout à l'heure, il y avait plus de 66% qui étaient à 1 an, qui étaient à court terme. Et qui n'ont pas été remboursés? Non, qui sont remboursés. Mais pour les rembourser, vous empruntez pour rembourser. Alors que nous avons besoin d'espace. Nous avons besoin d'avoir des ressources plus longues. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous avons fait. Cette année, nous avons augmenté la part de nos emprunts à moyen terme. Et de plus en plus, ça sera le cas. Parce qu'on ne peut pas financer le développement avec des emprunts court terme. Nous avons besoin de mobiliser des ressources sur du long terme pour pouvoir financer notre développement. Est-ce qu'on peut dire donc que c'est à cet impératif-là que répond le dernier emprunt obligataire que vous avez eu à lancer sur le marché? Absolument, et ça m'offre l'occasion de remercier du fond du cœur les populations sénégalaises qui ont massivement accompagné cet emprunt, cet appel public à l'épargne. Je dois dire que près de la moitié de cet emprunt a été souscrite au Sénégal, 47% exactement. Nous avions souhaité lever 50 milliards. On a pu obtenir 88 milliards. C'est presque le double. C'est ce que vous avez espéré. Absolument. Et ceci dans des conditions qui étaient très favorables, parce que les conditions sur cet emprunt qui étaient de 7 ans, la durée était 7 ans, dont 2 ans de grâce, ça
Il y a un autre pays qui avait voulu, un autre pays important de l'UEMOA, qui avait voulu lever sur les mêmes durées, parce que c'est atypique, 7 ans. Vous l'aviez qualifié à l'époque d'historique, hein, ce qui s'est... Il est historique. C'est que c'est pas, mais ça dénote quand même d'une... C'est le meilleur emprunt qui a été contracté au niveau de l'UEMOA et de la zone CFA. Qu'est-ce qu'il explique? Ça veut dire que le Sénégal est solvable quand même du point de vue de la stratégie. Ça signifie que les gens ont confiance en la politique que nous avons menée. Et donc, cette stratégie de la dette n'est qu'une partie de la stratégie globale de croissance que nous sommes en train de mener. Peut-être, et ça me permet d'aborder l'autre question que vous avez indiquée tout à l'heure. Vous aviez demandé qu'est-ce qu'on a fait Oui. En quel état vous avez trouvé le pays? Qu'est-ce que vous avez fait dans l'urgence? Voilà. Et pour 2013, c'est quoi les priorités? Alors, quand nous sommes arrivés en mars-avril 2012, la situation que nous avons trouvée est une situation très difficile. Je ne vais pas y revenir. Monsieur le Premier ministre a très éloquemment évoqué le sujet lors de la déclaration de politique générale et récemment lors du débat sur la motion de censure. Une situation très difficile, où il y avait énormément d'urgence. Ce qui a expliqué un peu l'austérité qu'on a Il y a eu des urgences, mais il fallait que nous puissions faire face il fallait qu'on fasse front, qu'on prépare la campagne agricole qui n'était pas préparée. Dans le budget, il n'y avait rien pour la campagne en cours. Il n'y avait que des montants affectés à rembourser des arriérés. Il fallait qu'on fasse, là encore, une montre de responsabilité pour pouvoir soutenir le monde rural qui faisait face à la disette. On avait à soutenir le secteur de l'énergie. Les montants qui avaient été budgétisés en 2012 étaient sous-estimés à dessein, parce qu'on savait très bien que le montant qui serait de subvention serait supérieur à ce qui était sur le budget de 2012. Il fallait qu'on puisse compléter ce montant. Il y avait beaucoup d'urgence et il ne fallait pas que les prédictions de mauvais augure disant qu'on n'allait pas pouvoir payer les salaires au bout de quelques mois, que ces prédictions se réalisent. Il fallait aussi faire face à cela. Il y avait donc toutes ces urgences à contenir. Ok. Une fois que ces urgences contenues maintenant Nous les avons contenues et c'est pour cela aussi que nous avons commencé tout de suite à rediscuter avec nos partenaires, en particulier le Fonds monétaire, avec lesquels nous avons vu que la dérive budgétaire qui était celle que nous trouvions en mars-avril 2012 était insoutenable. C'était 8,2% de PIB. Oui, mais le Fonds monétaire a fait état aussi des zones d'intervention. Hein. Par exemple, le cas de l'électricité qu'on subventionne et qui ne bénéficie pas peut-être au Sénégalais lambda qui n'a pas accès au réseau électrique. Là, vous êtes enjoint quand même de redéfinir un peu la politique énergétique, non? Nous allons redéfinir. Ça fait aussi les urgences auxquelles nous avons eu à faire face en 2012 ne nous ont pas empêchés de réfléchir à la croissance en même temps. Parce qu'il nous fallait à la fois réduire le déficit budgétaire. Qui était de 8%, vous l'avez ramené à 6,8%, je pense. En dérive. Nous nous sommes engagés, après des discussions extrêmement ardues avec le Fonds monétaire, à d'abord le ramener à 6,4%. Et vous l'avez maîtrisé là? Nous allons maîtriser. Et nous avons maîtrisé. Je puis vous dire que nous avons maîtrisé. Nous ne ferons pas de déficit de 6,4. Et même, comme on avait bien travaillé en milieu de parcours, le Fonds voudrait qu'on soit à moins de 6%. L'objectif pour 2013, vous l'avez dit, c'est 2012. Oui. Même, alors, donc, nous sommes en train nous sommes sur une tendance qui est bonne. Réduire le déficit budgétaire, maîtriser l'inflation, assurer de la croissance en même temps. Le tout. Et cela suppose aussi des réformes. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à... Et c'est ce que nous avons fait. Les réformes ont été entamées. Nous avons... le Code général des impôts, vous le savez, est une réforme qui est passée. À l'aide
sectoriel de politique sur l'énergie a été adopté et c'est très important ce que vous venez de dire tout à l'heure. Nous subventionnons de façon importante l'énergie. C'est impossible. Il est impossible à la fois de subventionner à ce niveau-là le secteur de l'énergie avec des montants qui dépassent le budget de l'agriculture ou de la santé. Il est aussi, pour nous, extrêmement important de ne pas alourdir la charge du Sénégalais moyen. Absolument. Mais il n'est pas possible aussi d'avoir une croissance forte avec un coût de l'énergie moyen de 113 francs CFA le kilowattheure. Pourquoi? Alors, parce que c'est absolument impossible, là où des pays comme la Côte d'Ivoire sont à une moyenne de 22 francs CFA le kilowattheure, nous sommes à 113, ce n'est pas possible. Il nous faut investir pour pouvoir ramener la production d'électricité dans notre pays à des niveaux nettement inférieurs. Et ça, c'est une des grandes aussi priorités. Après l'agriculture, une des très grandes priorités du chef de l'État. Et des projets très concrets sont en train de partir, de commencer. Et l'un commence et un autre, l'un de 125 MW commence, l'autre de 250 MW va bientôt démarrer. Et nous pensons que d'ici 2 ans, nous pourrons avoir une production d'au moins 375 MW qui vont être à des coûts qui seront nettement inférieurs. Et tout cela va contribuer à baisser le coût moyen de l'énergie parce que c'est indispensable à la croissance que nous voulons. Nous avons donc... Oui. Donc vous êtes optimiste quant au retour de la croissance pour... Oui, je suis optimiste parce que nous avons travaillé dur en 2012 pour construire le socle de notre économie. Le président de la République a fait dernièrement état de... C'est un peu ému de l'état où se trouvent certaines entreprises nationales qui sont pour la plupart plombées aussi par cette dette, ou bien, comme vous l'appelez, je pense, par ces encours. Qu'est-ce qui va être fait à ce niveau-là pour que quand même 2013 soit une bonne année pour elle? Bien sûr, ce n'est pas seulement en 2013, dès 2012. Nous avons construit ce socle parce qu'il fallait avoir un cadrage macroéconomique fiable, véridique, solide. Et c'est ce que nous avons fait au cours de cette année et nos amis du fonds, de la banque, sont là. Nous sommes donc à ce stade sûr de notre socle, à partir duquel nous allons procéder à la relance. Je voudrais vous dire que nous avons, au cours, pour revenir aux instances de paiement, nous avons, sur les instructions du chef de l'État, mobilisé des ressources à partir de nos amis, bailleurs de fonds, au niveau des appuis budgétaires, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de la BAD, de la France, des ressources. Nous avons levé des ressources avec l'emprunt obligataire, 88 milliards. Nous avons levé des ressources, nous avons continué la collecte de nos ressources fiscales habituelles avec nos régies que sont la douane, les impôts. Et je puis vous dire que pour le mois de décembre, donc du 1er décembre à la semaine dernière, nous avons injecté plus de 253 milliards de francs CFA dans l'économie de notre pays. Okay. Ça, c'est au titre de la dette intérieure, de ce que vous devez au secteur privé, vous dire que... mais qui provient pour la plupart aussi de ce que vous avez dit, des ressources additionnelles que vous avez tirées d'emprunts obligataires ou de ressources que vous avez mobilisées. Donc, on revient là à l'ancien schéma, on s'en aide pour combler des dettes. Ah non. Dans ce que nous payons, il y a une partie très importante qui va à relancer, par exemple, des projets routiers. Okay. Des montants importants ont été consacrés à l'AGEROUTE, ont été consacrés au FERA pour les routes rurales. C'est une grande préoccupation du chef de l'État. Nous avons mis en place les moyens nécessaires pour que les projets, pour les contreparties qui doivent être les nôtres, pour les projets de MCA, par exemple, qui sont des projets très importants d'aménagement ou de construction de routes,
que tout ceci puisse être fait. Tous les montants qui étaient dus aux fournisseurs, qui avaient dépassé 90 jours, ont été réglés. Okay. Les montants qui étaient dus, qui étaient à 60 jours, sont réglés. Vous voyez, donc nous avons injecté de l'argent pour pouvoir relancer notre machine économique. Mais à partir de mesures d'urgence, mais pour l'année qui vient ou bien pour les années à venir, est-ce que dans les arbitrages budgétaires, vous avez pris le secteur privé en compte? Ce n'est pas des mesures d'urgence, ce sont des mesures qui ont été construites méthodiquement et dont la reproductibilité est assurée. Absolument. C'est ça que nous avons fait. C'est pour ça que je vous ai parlé d'un socle que nous avons construit. Le secteur privé, peut être rassuré aujourd'hui. Le secteur privé doit être rassuré. Je pense qu'ils vont pouvoir le dire. Les virements bancaires sont partis. Il y a eu une partie essentielle qui a été faite avant le 31 décembre, conformément aux instructions du chef de l'État, à l'engagement que nous avions pris auprès de lui. Donc nous sommes aujourd'hui en mesure de vous dire que nous avons pu aplanir, assainir beaucoup d'arriérés de paiement de l'État et même payer sur les instances qui n'avaient pas encore fait 90 jours. Donc au-delà aussi du secteur privé, la croissance de manière générale, quels sont vos états pour 2013, l'échéance 2015 disons? Je crois que c'est très important ce que vous dites parce que l'année 2013 pour nous doit être le début d'une relance fondée sur un socle solide. Nous estimons que nous avions pris les bonnes décisions, nous avions anticipé pour la campagne agricole, nous allons en tirer les bénéfices. Nous avons pris en charge un certain nombre de dépenses de contrepartie qui nous reviennent pour pouvoir lancer les projets qui ont été annoncés par M. le Président de la République et par M. le Premier ministre. Nous sommes donc dans une logique de croissance. Cette logique de croissance va beaucoup s'appuyer sur l'agriculture. Vous savez très bien que pour nous, aujourd'hui, le secteur primaire est le secteur essentiel pour notre croissance en 2013 jusqu'en 2017. Notre stratégie nationale de développement économique et social est claire là-dessus. Nous avons une vision à moyen terme. Nous avons un programme triennal d'investissement sur 3 ans qui est aussi clair. Et pour l'année 2013, nous escomptons un taux de croissance de 4,5%, c'est-à-dire un taux de croissance qui va améliorer le pouvoir d'achat moyen parce que nous allons être au-dessus du croît démographique de notre population. Et le secteur primaire va jouer un rôle essentiel. Il faut que nous puissions, pour ce faire, assurer la production, maîtriser notre semence, assurer notre production de semences, maîtriser cela. C'est essentiel pour nous. À ce niveau, le président a annoncé la mise en disposition de 1000 tracteurs pour un peu booster ça. C'est assurer les semences, des semences de qualité, certifiées. La maîtrise de l'eau aussi, il faut que nous puissions équiper le milieu rural. Le président a annoncé 1000 tracteurs. Oui. Ça, c'est un minimum. Et j'espère que nous pourrons encore faire davantage pour équiper les paysans. C'est le ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural. N'oubliez pas son appellation. La maîtrise de l'eau. La troisième chose, c'est la maîtrise de l'eau, les aménagements. L'État lui-même en fait. Les programmes, nos amis bailleurs de fonds comme les MCA en font. Donc quand vous dites semences, vous dites équipement, vous dites aménagement de l'eau, vous êtes en train de parler de productivité. Absolument. Et pour nous, la productivité du secteur primaire est essentielle parce que c'est elle qui va diffuser dans le reste de l'économie. Quand l'arachide est produite dans des proportions suffisantes, quand les produits horticoles sont présents, quand les produits de substitution sont là, quand notre autosuffisance en riz est assurée graduellement, mais cela diffuse dans le reste de l'économie, a des effets d'entraînement au niveau de l'industrie, a des effets d'entraînement au niveau des services. C'est essentiel pour nous. Donc, et puis aussi, nous avons augmenté le pouvoir d'achat. Vous savez très bien que quand on a fait la réforme... Il y a aussi l'emploi à ce niveau-là, la création d'emplois aussi. Cette création d'emplois, elle va être générée par le secteur public et le secteur privé. Le secteur privé
C'est pour ça aussi que nous faisons extrêmement attention et le président de la République a parlé d'aider le secteur privé. Tout le secteur privé n'est pas par terre, heureusement. Absolument. Hein, et même j'ai bien vu que au dernier trimestre, les chiffres sont assez bons. Bon, on est en train d'examiner tout cela. Parce que pour moi, nous soutenons le secteur privé, nous voulons que le secteur privé ait des bénéfices, parce que nous sommes convaincus que ce sont les bénéfices du secteur privé d'aujourd'hui qui vont être les investissements de demain et qui vont être les emplois d'après-demain. Donc il est pour nous important de soutenir le secteur privé, vous avez raison. Monsieur le ministre, nous vous remercions. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous à l'occasion de ce premier numéro de Point qui revient dans une semaine pour analyser un autre fait saillant de l'actualité. Merci beaucoup.